Bon, ben aujourd'hui il fait pas beau, je devais travailler dehors et c'est pas possible, donc ben, j'ai un petit peu de temps. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer en abordant le troisième point des cinq critères importants à respecter pour une maison passive. Euh, Là, on va parler des ponts thermiques. Alors, les ponts thermiques, c'est quelque chose qui est à la fois compliqué et simple. En fait, c'est très compliqué à calculer et à estimer précisément. C'est simple parce que, bah, en fait, on simplifie le calcul, puisque finalement, ça n'a peut-être pas tant d'intérêt que ça d'être le plus exhaustif et le plus complet possible. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer. Et puis ensuite, je vais vous illustrer aussi pourquoi, bah, en ossature bois, bah, en fait, ça simplifie encore plus le problème, puisque les ponts thermiques sont relativement négligeables. Et puis, on regardera ça sur un petit exemple. Alors, pourquoi c'est compliqué? C'est de la physique, hein, c'est de la physique de base, c'est-à-dire que... alors, on va déjà peut-être commencer par définir tout bêtement ce que c'est qu'un pont thermique. Le pont thermique, c'est finalement le calcul des déperditions thermiques qu'on va faire sur toutes les liaisons entre les éléments constitutifs de la maison. Alors, on le comprend bien sur, il y a, par exemple, bah, la liaison entre deux murs. Hein, deux murs à angle droit, par exemple, bah, en fait, on a la performance du mur, donc ça, on sait la calculer, hein, la performance globale du mur, ça, on sait faire, mais à l'intersection des deux, bah, là, il y a un petit point où bah, c'est pas le même principe. Hein, il y a bien de l'énergie qui passe ici, donc il faut essayer de calculer bah, quelles sont les pertes à cet endroit-là. De la même façon, le mur sur une dalle béton, par exemple, le mur posé sur une dalle béton, en fonction de la composition de la dalle béton, il va y avoir plus ou moins de flux d'énergie qui va passer par cette dalle béton par rapport au mur. Hein. Ça, bon, on le comprend bien, mais il y a d'autres types de ponts thermiques. Par exemple, toutes les traversées qu'on peut avoir de l'enveloppe, une poutre, par exemple, un tuyau, quoi que ce soit. Alors ça, c'est déjà bien plus compliqué à estimer. Et puis, on le comprend aussi, ce que je l'ai déjà illustré d'ailleurs sur les menuiseries. Euh, on connaît la performance des menuiseries en tant que telles, en fait. On connaît la performance des murs dans lesquels elles vont venir prendre place. Mais évidemment, à partir du moment où on les met dans un mur, ben, tout autour, en périphérie, vous avez de l'énergie qui va passer à cet endroit-là. Hein. Il y a la partie qui passe par la fenêtre, la partie qui passe par le mur, et puis il y a la partie qui passe entre la fenêtre et le mur. Donc tout ça, faut pouvoir l'estimer. Alors, c'est complexe, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait, là, c'est une grandeur physique à calculer et qu'il faut modéliser. Et donc, bah, c'est un travail d'ingénieur. Alors, on a des logiciels très poussés pour faire ce genre de choses. Mais il existe des choses aussi, des logiciels relativement simples. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Conducteo, qui est un logiciel gratuit hein, que vous pouvez trouver à disposition très facilement sur Internet, qui est assez simple, assez bien fait, et qui en fait apporte une approximation qui est parfaitement utilisable en fait dans nos calculs. En fait, c'est simple, hein, on modélise le comportement bah, d'un angle, d'une menuiserie, de quoi que ce soit, enfin bref, le comportement d'un flux extérieur et intérieur, hein, donc quel est le flux de chaleur qui va passer de l'extérieur à l'intérieur, hein, donc on modélise avec les différentes couches, les différentes propriétés, et puis les différentes liaisons extérieures-intérieures. Donc on modélise la version sans pont thermique, c'est-à-dire que grosso modo les deux composants côte à côte non liés, et puis la version avec pont thermique, comment on les relie ensemble. Et puis, bah, il y a un petit calcul en éléments finis hein, pour calculer quel est le flux entre les deux, et surtout quelle est la différence de flux entre les deux, et c'est ça qui crée le pont thermique. Mais déjà, quand on regarde ça, euh, ça on comprend quand même que c'est quelque chose d'un petit peu particulier, parce que finalement, on va avoir une modélisation en 2D, hein, donc d'une coupe, hein, de liaison de deux murs pour une coupe, qui va donner un pont thermique linéique, hein, parce qu'un pont thermique c'est toujours, c'est pas toujours, mais c'est linéique, là en l'occurrence, et bah, donc on va le multiplier par la longueur de liaison entre deux murs, ou entre mur et dalle, etc. Puis ça va nous donner déjà toute l'approximation de tout ce qui va se passer sur ces liaisons-là. Mais on comprend que, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est en 3D quand même, donc qu'est-ce qui se passe par exemple aux angles, aux trois angles là, c'est-à-dire l'angle entre la dalle et les murs. Hein, les murs sont posés sur une dalle, juste
à ce petit angle-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait bien, on va calculer le pont thermique entre la dalle et le mur, l'autre pont thermique entre la dalle et le mur, les ponts thermiques entre les deux murs entre eux, mais juste à l'angle ici, bah, c'est encore un petit truc un peu particulier. Et là, c'est bien plus complexe à modéliser, en fait. Hein. Alors, c'est faisable, hein, mais c'est très complexe. Et finalement, c'est relativement négligeable. Donc, en fait, on va déjà le négliger, ce point-là. Soit en le surévaluant, en disant que les ponts thermiques, en fait, ils dépassent, dépassent donc la longueur qu'on a calculée intérieure. Hein, on va jusqu'à la longueur extérieure. Et puis, comme ça, bah, en fait, finalement, on a un pont thermique surévalué. Donc, on se dit, bah, finalement, c'est mieux, qui peut le plus, peut le moins. On a surévalué les ponts thermiques. Donc, si on est bon avec des ponts thermiques surévalués, c'est qu'on est bon. Donc, ça, c'est une méthode qui est tout à fait faisable. Mais donc, voilà, on voit que c'est un peu compliqué si on veut vraiment aller jusqu'au bout. Hein. Donc, on va chercher à simplifier. Donc, là, c'est vraiment une démarche qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on est en train de faire des calculs assez précis, mais qui sont sur des quantités qui sont relativement faibles. Donc ça ne sert à rien d'être hyper exhaustif, puisque finalement, ça ne va pas jouer, ça va être des pouillèmes, en fait. Hein. Donc il faut vraiment, en fait, plutôt se concentrer là où on sait qu'on a vraiment un ordre de grandeur important. Hein, donc se concentrer à la fois pour le mesurer, et puis à la fois pour essayer de le contrer. Hein. Je vous l'ai illustré sur les menuiseries, avec le principe de dire, ben, tiens, là, à la liaison, j'ai un pont thermique hein, entre la menuiserie et mon mur. Et ben, par exemple, je peux revenir avec de l'isolant contre la menuiserie, ce qui va me permettre comme ça ben, de limiter ce pont thermique, voire même au calcul, finalement, de le rendre, entre guillemets, négatif. C'est-à-dire, j'améliore la performance de la menuiserie en elle-même par mon pont thermique, hein, à cet endroit-là. Donc le pont thermique peut être négatif, hein, il n'est pas, ou positif si on veut le voir d'un point de vue déperditif. Par contre, à d'autres endroits, là, il sera négatif, il y aura bien des pertes, mais à certains autres endroits, en fait, il y aura des gains. Au sens, pas d'un gain, évidemment, ça ne va pas apporter du chauffage, mais il y aura une diminution des pertes. Hein, donc ça fait un pont thermique positif. Donc là où il faut vraiment se concentrer, c'est quand il y a des vrais enjeux, et notamment quand il y a des ruptures de matériaux, avec des matériaux avec une très grande différence thermique. Typiquement, entre le béton et le bois. Quand on est en construction ossature bois, on a, grosso modo, sur le bois, et je vous l'illustrerai tout à l'heure, des bonnes performances, plutôt de bonnes performances avec peu de pont thermique, avec les différents éléments bois. Le béton est un très mauvais matériau pour de la performance thermique, hein, parce que ce n'est pas du tout un isolant, il est très conducteur. Donc là, il y a un problème. Il y a une vraie question à se poser, en fait. Comment on gère ce pont thermique quand on pose une ossature bois sur une dalle béton? Donc là, il y a plein de manières de le faire. Et donc ça va dépendre de pas mal de choses. Mais les techniques, alors en fait, il y a deux manières. Hein. Soit on dit, ben, ce matériau de béton, il faut que je l'isole de l'extérieur si je veux le laisser à l'intérieur. Et d'ailleurs en profiter à l'intérieur, notamment cette dalle béton pour en profiter pour mon inertie. Mais ça signifie quoi? Parce qu'habituellement, vous savez comment c'est fait, hein, on a des fouilles hein, avec du gros béton, des longrines béton posées sur ces fouilles, et une dalle béton posée là-dessus. Donc si jamais je veux m'isoler isoler thermiquement de tout ça, comment je fais? Parce qu'habituellement, la méthode classique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Sous la dalle béton, on met un gros isolant pour s'isoler de la terre, mais on a la rupture, la liaison plutôt, entre la dalle béton et les longrines. Et si on pose l'ossature bois par-dessus, finalement, sur les 20 cm d'épaisseur, 15-20 cm d'épaisseur de ma dalle béton, je suis en contact direct avec mes longrines. Et donc là, j'ai de l'énergie qui sort directement à cet endroit-là. Hein. Donc, la solution consisterait à dire, ah bah tiens, il faudrait que j'isole aussi mes longrines. Donc on peut isoler les longrines sur les remontées. Mais ça n'empêche que le béton, ça descend et ça redescend dans la terre quand même. Donc il faudrait faire tout le tour pour isoler complètement ces longrines. Autant dire, c'est pas possible. Donc, une des solutions, c'est de dire, si je veux garder ma dalle béton et profiter de l'inertie de ma dalle béton, ou alors faire, comme j'ai pu voir, faire des dalles béton finies, hein, pour faire des bétons cirés par exemple, dalle béton finie, je veux la garder à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'isole en dessous, mais il faut que j'isole sur les côtés aussi. Et là, il y a un truc intéressant à faire, c'est en fait, on isole sur la partie inférieure, on isole sur les remontées, donc là avec un matériau type PU,
En fait, cet isolant, cette remontée d'isolant qui isole, donc avec une dalle béton qui est portée là directement, non justement qui est flottante, qui n'est pas portée par les fondations. Mes fondations servent juste à recevoir mes murs ossature bois, et j'ai une continuité d'isolant entre ma remontée d'isolant PU et l'isolant complémentaire que je vais rajouter à l'intérieur de mes murs ossature bois. Donc j'ai cette continuité. Ça marche. Ça, je l'ai vu expérimenter sur plusieurs maisons ossature bois. La première fois, avec une petite surprise, c'est que à partir du moment où j'ai des longs greens béton, j'ai un isolant type PU, j'ai ma dalle béton tout isolé, et puis qu'on a fait le test d'étanchéité à l'air, on s'est rendu compte, alors ça c'était complètement contre-intuitif, que en fait il y avait énormément d'air qui passait là, entre ces trois éléments, la longrine, l'isolant, la dalle, qui venait on ne sait pas où, de la terre, en fait, mais en fait ça perturbait complètement le test d'étanchéité à l'air qui était mauvais. Donc il a fallu scotcher toute la périphérie par-dessus l'isolant, chose qui n'était pas prévue à l'origine. Donc avec des petites incidences qu'à partir du moment où on scotchait comme ça, en fait il a fallu réépaissir les cloisons, donc pas les cloisons mais les doublages extérieurs pour pouvoir masquer cette étanchéité à l'air, parce qu'il n'y avait pas d'étanchéité à l'air. Mais bon, dans les faits ça marche plutôt bien, et puis dans ces cas-là, finalement, cette dalle qui faisait une bonne vingtaine de centimètres, elle était bien à l'intérieur de l'ensemble chauffé, donc elle apportait une énorme inertie. Donc pourquoi pas. L'autre solution, c'est de faire le contraire, hein, c'est de faire une dalle béton plus basse, elle qui est portée classique sur les longs greens, et cette fois-ci, en fait, de réisoler par le dessus et de recouler une chape. Et cet isolant par-dessus, avec aussi une isolation périphérique de la chape, en continuité des murs ossature bois, ça marche aussi, c'est le même principe, sauf que là, on ne met pas les 20 cm de dalle béton à l'intérieur, on ne met qu'une chape de 5-6 cm avec un carrelage ou quoi que ce soit dessus. Ça fonctionne aussi bien. Donc bon, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est vraiment ces points importants qu'il faut regarder. Quand on a une rupture entre des différents éléments avec des performances très différentes, parce que ça, il faut trouver des solutions pour couper ces ponts thermiques, et puis, malgré tout, calculer ce que ça vaut. Alors, si je reviens plus concrètement à la construction ossature bois, et notamment à cette maison. Si vous vous souvenez, j'ai une dalle bois, donc grosso modo des solives, la poutre en I, donc qui est un peu plus optimisée, des solives avec un panneau en dessous, un panneau au-dessus, le tout isolé, plus encore un isolant par-dessus. J'ai des murs bois, des montants ossature bois, remplis d'isolant, plus encore de l'isolant dessus en 2 couches croisées. Et puis j'ai une toiture qui est faite de grosses poutres porteuses, avec au milieu encore des petites poutres en I, enfin non, des grandes poutres en I, parce qu'elles font quand même 40 cm d'épais, avec un panneau au-dessus, un frein vapeur intérieur en dessous, pour me refaire un caisson, pour isoler encore en ouate de cellulose. Donc en fait, on a le même principe. Hein. Des caissons isolés, aussi sur les trois typologies de parois, hein, donc aussi bien sur la dalle que sur les murs que sur la toiture. Donc ces caissons isolés, en fait on comprend, on a de l'isolant, donc l'isolant, ok, et on a des structures. Et ces structures, elles sont moins isolantes, parce qu'elles sont en bois. Même si le bois n'a pas une performance catastrophique, hein, puisque le lambda du bois est aux alentours de 0,13. Sur les poutres en I, c'est bien moins, hein, parce que la membrure d'une poutre en I, c'est 1 cm, hein, donc on a bien ce lambda-là, mais sur presque rien. En fait, alors qu'un isolant est aux alentours de 0,04, hein, la ouate de cellulose, donc il y a un rapport de 1 à 3, en fait, il y a bien un pont thermique, mais il est relativement faible. Alors ce pont thermique, il est déjà calculé, et il est déjà présent en fait dans les calculs, parce que quand on fait le calcul de la performance de nos différentes parois, on intègre les membrures, on va dire, on intègre la structure. Et si vous regardez sur ce calcul, par exemple, de mur ossature bois, vous voyez bien qu'on intègre bien toute la présence de bois à l'intérieur des caissons. Et donc finalement, globalement, tout ça c'est déjà calculé, ça fait déjà partie de la performance complète. Donc ça, il ne faut pas le recalculer 2 fois. En revanche, il y a des choses qu'on ne calcule pas. Par exemple, typiquement ici, moi, tous les 3 mètres sur la dalle de sol, j'ai une grosse lamellée collée porteuse. De la même façon, en toiture, tous les 3 mètres, parce que c'est la même trame, hein, puisque les poteaux
passe en fait, de la dalle de sol à la toiture, et en fait à chaque fois c'est toujours des porteuses qui vont dans le même sens, et ben j'ai des grandes poutres qui traversent mes 40 cm de la toiture en haut, qui sont portées par mes poteaux, et qui ressortent à l'intérieur. Ça par contre c'est pas intégré dans ma performance, donc ça c'est un pont thermique. En tout cas faut l'évaluer, faut le calculer. Et puis là, bah oui, j'ai des mètres de poutres, donc on le comprend. Je vais faire mon calcul, je vais le multiplier par mes mètres de poutres, et j'aurai mon calcul. De la même façon, si vous regardez, j'ai mes poutres qui sortent dehors. C'est-à-dire que mes poutres sont traversantes. Elles portent à la fois mon toit intérieur et mes débords de toiture. Donc ça aussi, il faut que je calcule à la fois les ponts thermiques dus, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, dû au fait que mes poutres elles sont à l'intérieur et elles traversent ma toiture, et il faut que j'y ajoute les ponts thermiques de mes poutres sont à l'intérieur, mais elles sont aussi en contact avec l'extérieur. Elles ne sont pas que dans l'épaisseur de ma toiture, elles sortent aussi à l'extérieur. Donc voilà un autre type de pont thermique. Donc j'ai la même chose sur le sol, parce que j'ai des poutres aussi sur le sol. Ça, c'est des points importants, parce qu'on comprend que là, bah oui, il y a un grand volume de bois, qui remplace un gros volume d'isolant. Donc ça, il faut pouvoir l'évaluer. Et puis après, j'ai les ponts thermiques classiques de toutes les liaisons. Murs, dalles, murs entre eux, en plus avec des angles différents, donc qui n'ont pas les mêmes comportements, que ce soit un angle extérieur, un angle intérieur, ou un angle qui n'est pas à 90. J'ai des décalages de surface, en fait, c'est-à-dire que j'ai 3 niveaux de plancher avec entre des petits bouts de mur ossature-bois, donc ça me fait autant de liaisons qu'il faut aussi calculer. J'ai pas de traversée de poteau, parce que regardez, je vous montre une photo, j'ai résolu le problème pour que les poteaux ne traversent pas la toiture et que je n'ai pas de pont thermique en rajoutant une ferrure qui tient la poutre par rapport au poteau. Et ça, elles ne sont pas traversantes, elles restent intérieures. Donc ça, ce n'est pas à prendre en compte. Donc là, j'ai toutes ces liaisons-là qu'il faut que je prenne en compte. Et puis, après, on peut se poser la question de se dire, bon, c'est bien, mon mur ossature bois, comme vous le voyez, là, je le remontre, là, le schéma, il intègre des montants ossature bois tous les 60 cm, qui est la norme classique de structure ossature bois. Donc tous les 60 cm, j'ai des montants ossature bois, je l'ai intégré dans mon calcul. Mais j'ai pas que ces montants verticaux. Ça, c'était pour calculer la performance de ma paroi. J'ai aussi, par exemple, des montants horizontaux. J'ai ce qu'on appelle la lisse basse. Donc là, c'est un bout de bois supplémentaire. Donc on peut légitimement se poser la question de savoir si c'est un pont thermique ou pas. Alors, en fait, on va le regarder. J'ai fait le calcul donc de la performance de mes murs qui intègre une certaine quantité de montants ossature bois, un certain pourcentage de montants ossature bois. Quand j'ai fait ce calcul-là, je l'ai fait en intégrant, alors, grosso modo, en intégrant statistiquement la quantité de montants ossature bois qu'on met par mètre carré de mur habituellement quand on les construit. Parce que c'est facile de dire, bon, regardez, voilà la performance de mon mur, j'ai, comme je vous l'ai dit, un montant tous les 60 cm, etc. Alors, on sait que c'est pas vrai, il y en a d'autres, il y a d'autres montants. Donc, comme je vous disais, il y a la lisse basse, il y a la lisse haute, il peut y avoir des lisses intermédiaires, il peut y avoir des montants de structure rajoutés. À certains endroits, les murs, pour les associer entre eux, ils vont avoir chacun un montant de part et d'autre, donc il va y avoir un double montant. Donc en fait, dans la performance, je n'intègre pas que la performance théorique calculée notamment par mon logiciel, là par Ubacus, donc celle que vous voyez ici. Moi, je suis allé un petit peu plus loin dans mes calculs pour intégrer en fait la performance plus générale, c'est-à-dire en rajoutant un petit peu plus de bois. Donc en fait, il faut se poser la question de savoir si finalement cette lisse basse c'est un pont thermique ou pas. Elle est rajoutée globalement dans la construction, en fait, et dans le calcul de la performance de la construction, mais est-ce que c'en est un ou pas? Alors pourquoi je vous fais tout ce petit calcul-là? Pour vous expliquer qu'en fait c'est assez négligeable. Alors, vous voyez, j'ai fait le calcul, je fais le calcul, donc on voit ce que ça donne, en fait, si je modélise réellement le mur précisément à cet endroit-là, en modélisant quel est le pont thermique quand on est en partie de mur, d'ailleurs, où il n'y a pas de montant, par rapport à la dalle, quel est le pont thermique par rapport, donc pareil à la dalle, quand c'est un bout de mur où il y a un montant.
hein, et comme je vous l'ai dit, il y a un montant tous les 60 cm, hein, donc ça fait un certain pourcentage. Il suffit juste de faire la moyenne pondérée de tout ça, et puis on va se retrouver effectivement avec un calcul de pont thermique qui montre que, eh ben, globalement, c'est un pont thermique négatif. Alors, pourquoi? Mais parce que la performance du mur par rapport à laquelle je me compare, ainsi que la performance d'ailleurs de la partie dalbois, c'est la performance moyenne. Et ben même à cet endroit-là, alors qu'on a un bout de bois continu, où on peut se dire, ah mince, on a un petit pont thermique ici, ben en fait, on se rend compte que par rapport à la performance moyenne, on est meilleur, puisque en fait, des bouts de bois, il y en a un peu partout. Et donc le pont thermique, il est même négatif. Donc très légèrement, il est très faible, mais il est négatif. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en construction de Saturbois, et notamment là dans le cadre de cette maison, ben, en fait ça sert à rien d'essayer de passer un temps fou à essayer de modéliser des petits pouillèmes de pont thermique, puisque on est déjà sur des éléments d'isolation et de structure qui sont extrêmement performants. Donc en fait, c'est du temps perdu. Donc ça sert à rien de perdre ce temps-là. Et c'est ça l'intérêt de l'ossature-bois. Hein, c'est que finalement, l'enveloppe est constituée d'éléments qui sont fortement isolants et très peu déperditifs. Alors, dernier point sur les ponts thermiques. Alors là, c'est plutôt une petite mention de ce que ça représente les ponts thermiques par rapport au passif, hein, et notamment au calcul passif, et notamment au calcul et à la modélisation du PHPP. Alors, le pont thermique, il est modélisé, vous savez, quand vous construisez une maison neuve, vous avez une étude thermique à faire, hein, la RE 2020, là. Donc il y a un bureau d'études thermiques qui va modéliser votre maison, qui va modéliser les déperditions des murs, les déperditions des menuiseries, les déperditions de la ventilation, et qui va modéliser des ponts thermiques. Quand on fait le PHPP, donc pour calcul passif, en fait on fait pareil. Mais pas tout à fait. Alors la différence qu'il y a entre une modélisation du réglementaire, donc pour la RE 2020, hein, pour l'obtention du permis de construire, qui va donc cette étude thermique qui va avec votre permis de construire, et le passif, c'est qu'on ne modélise pas les choses de la même façon. Sur le réglementaire, on va travailler sur des surfaces intérieures. C'est-à-dire qu'on va regarder c'est quoi la surface de mur. Par exemple, si on veut faire un pont thermique entre deux murs, on va regarder la surface de mur intérieure d'un côté, surface de mur intérieure de l'autre côté, et puis on va dire il y a un angle qui est déperditif, on va modéliser le pont thermique qu'il y a entre cet angle et on va le rajouter. Au PHPP, pour le passif, en fait, on va le faire le contraire. On va travailler avec des surfaces extérieures. Donc, alors, vous allez me dire, ça change pas grand-chose, parce que là, cette fois-ci, on va travailler avec une surface extérieure, et le pont thermique, on va le retirer. Alors oui, ça change pas grand-chose. Ça change quand même une chose, c'est que ce que ça permet de faire, c'est que, grosso modo, c'est la philosophie du PHPP, c'est que, dans un premier temps, on va pouvoir estimer rapidement la performance de la maison sans modéliser les ponts thermiques. Et ces ponts thermiques, puisque en fait on les retire, c'est-à-dire que finalement on va améliorer la performance en calculant les ponts thermiques, en fait ils peuvent être négligés au début, ils représentent quelque chose de non négligeable, mais ils peuvent être négligés au début parce qu'on sait que si on est en première approche sur une performance qui est relativement proche du passif, quand on va travailler plus précisément à modéliser les ponts thermiques, alors on va améliorer la performance. Donc là, on va l'atteindre, le passif. Hein. Donc ça permet ça de faire comme ça on va dire des pré-modélisations rapides, hein, notamment dans des phases un peu d'esquisse, hein, des phases préparatoires, hein, des phases d'études, de se dire, cette maison, est-ce qu'elle a des chances d'être passive ou pas? Donc ça, c'est assez intéressant. Hein, on n'a pas besoin de tout modéliser au pouillème près pour être sûr qu'on atteigne l'objectif. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu différent dans le calcul des ponts thermiques. On ne va pas calculer les mêmes. Hein. D'un côté, on va calculer un pont thermique déperditif, et puis dans l'autre, un pont thermique plutôt, qui va améliorer la performance de la maison. Mais par contre, on utilisera les mêmes produits. Conductéo, je sais que certains bureaux d'études l'utilisent. Hein. Donc on a bien une différence d'approche. Hein. La première, qui est la réglementaire, qui consiste grosso modo à tout calculer, à mesurer toutes les déperditions. Il faut avoir tout calculé pour avoir la performance finale à la fin et voir si on rentre dans les clous. Et puis la deuxième, qui est la performance plutôt passive, qui est plutôt de dire, grosso modo, on a une première performance qui est ce qu'elle est, mais plus on va calculer, plus on va l'améliorer, et plus on va l'affiner pour s'approcher de l'objectif.
un concept un petit peu différent, mais qui finalement implique de calculer le même type de pont thermique, avec les mêmes outils d'ailleurs, pour pouvoir les estimer. Tout en sachant qu'effectivement, l'idée du passif, c'est quand même petit à petit de tomber sur ces fameux objectifs de 15 kWh par mètre carré par an, en modélisant tous les petits points singuliers en fait, de la maison. Donc en résumé, sur ces ponts thermiques, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir deux choses. La première, c'est que c'est important, mais c'est important à partir du moment où on a des matériaux ou des typologies de parois qui sont radicalement différentes. Là, il y a un point très particulier, notamment quand on utilise du béton, il y a un point très particulier à regarder, parce que ça, c'est là où il peut y avoir des déperditions importantes, que ce soit du béton ou si on utilise de l'acier, par exemple, hein, pour des structures, des choses comme ça. Ça, c'est un point important. Le deuxième point à retenir, c'est que quand on est en construction au Saturbois, comme sur cette maison-là, grosso modo, on est sur des matériaux qui font que tous ces ponts thermiques sont relativement négligeables. C'est-à-dire que l'apport en fait, de déperditifs qu'ils peuvent avoir dans la maison sont un petit peu, sont relativement négligeables. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est dû aussi au type de calcul qui est fait pour le PHPP, c'est-à-dire qu'en fait, moi, comme là, d'habitude, si je dois me dire, en fait, c'est négligeable, mais c'est quoi la valeur? En fait, la valeur de ces ponts thermiques, elle est pratiquement nulle, elle est même négative, en fait, quand on regarde un PHPP. Donc, en fait, c'est compliqué de dire, ah bon, il n'y a pas de déperdition par les ponts thermiques. Il y en a. C'est juste le mode de calcul qui est un mode de calcul qui est finalement à l'envers de mode de calcul réglementaire qui fait que ça a conduit à ça. Mais comme je vous l'ai dit, si on refait un petit calcul tel que le réglementaire devrait le faire, et c'est ce que j'ai fait avec ma petit bout de ma lisse basse sur mes murs Saturbois, on se rend compte que de toute façon, le pont thermique, il est très faible, voire négatif. Donc en fait, c'est ça aussi qui permet, dans ce type de construction, d'avoir une approche assez tranquille, puisque finalement, on n'a pas tant d'efforts que ça à fournir pour casser ces ponts thermiques, parce que ces matériaux sont relativement sont très performants. Hein. Et je redonnerai un autre exemple qui est de l'utilisation, par exemple, moi j'ai utilisé un isolant intérieur en 2 couches croisées. Je ne les aurais pas croisées. Voilà. C'est vrai que le principe de dire je les croise comme ça casse les ponts thermiques de la structure bois qui les porte. Je ne les aurais pas croisés. Honnêtement, j'aimerais bien faire le calcul pour vous montrer que ça n'aurait pas changé la face du monde. Voilà, ça c'était le troisième principe. Et le principe suivant qui va arriver va être celui de l'étanchéité à l'air.